Dans des résidences services pour personnes autonomes. Ce n'est pas des EHPAD. Ce sont des personnes qui choisissent d'aller vivre dans une résidence service. Et en général, la moyenne d'âge, c'est un peu plus de 80 ans. Donc les personnes que j'ai entendues depuis 15 ans, ce sont des personnes qui ont entre 80 et 100 ans. Donc vous voyez que j'ai un panel assez important de 60 à 100 ans de personnes dont on peut dire que ce sont des personnes vieillissantes. Donc je les ai écoutées. Je les ai écoutées et la première chose qui m'est apparue, c'est que ces personnes souffrent de la mauvaise image que l'on a du vieillissement. C'est-à-dire qu'on nous présente, je ne sais pas si tout le monde... Vous m'entendez mieux si je me mets debout, non? Ça va? Cette image du vieillissement, c'est une très mauvaise image que notre société nous renvoie, où on parle du vieillir simplement en termes de perte et de diminution. On en parle comme d'un naufrage. Alors que vieillir, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe et au début du livre, je rappelle cette parole de Victor Hugo qui disait « Je ne vieillis pas, au contraire, c'est d'ailleurs à cela que je sens l'approche de la mort, mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse il y a une éclosion. » Il dit très bien le paradoxe, c'est-à-dire que le corps décline, oui, on ne fait plus à 70 ans ce qu'on faisait à 50, à 90 ce qu'on faisait à 70, oui, le corps décline. Mais tout n'est pas destiné à décliner. Ainsi, Victor Hugo dit, il parle de la croissance de la pensée. Sauf si on est atteint d'une maladie cognitive, mais ce n'est pas une fatalité, car savez-vous que les gériatres nous disent que si on arrive à 90 ans en étant autonome et en ayant toute sa tête, on a 8 chances sur 10 de le rester jusqu'au bout. Ce n'est donc pas une fatalité. Beaucoup de personnes que je connais qui ont plus de 90 ans sont des personnes qui ont toute leur tête et qui continuent à apprendre, on peut dire que leur pensée croît. Victor Hugo parle de éclosion. C'est un très joli mot parce que l'éclosion, ça évoque évidemment le printemps, ce qui s'ouvre, c'est-à-dire que vieillir, c'est l'âge où on va s'ouvrir à des choses nouvelles, à des émotions nouvelles. On va s'ouvrir au nouveau. Un autre, quelqu'un de plus proche de nous qui était un scientifique j'ai juste oublié son nom là, et ça va me revenir, Jacquard, qui disait, bien sûr, je saute moins haut, je cours moins vite, mais tant que je peux fabriquer en moi des émotions nouvelles, m'enrichir au contact des autres, enrichir les autres, je ne suis pas un être trop vieux, je suis vieux au sens africain du mot, quelqu'un vers qui on va comme vers une source. Lui aussi, il dit tout. Bien sûr, le corps décline, je saute moins haut, je cours moins vite, oui. Mais il dit, je peux m'ouvrir à des émotions nouvelles, vous voyez, l'ouverture au nouveau. Je peux m'enrichir au contact des autres, je peux enrichir les autres. Et quand il dit que la personne vieille, qui est heureuse, qui a une vie intéressante, est une personne qui est comme une source, le mot de source, ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que quand on arrive à vivre son vieillir comme une expérience heureuse, féconde, intéressante,
eh bien, on reste quelqu'un qui apporte quelque chose aux autres. La source, c'est ça. On a une présence qui est bénéfique pour les autres. Alors, ce que j'ai entendu dans ces postes d'observation, d'une part, c'est la génération des 60-80 à laquelle j'appartiens. Je vais vous dire mon âge, j'ai 76 ans. Je suis dans cette génération de ce qu'on appelle le 4e âge. Je suis rentrée dans le 4e âge. Toute ma génération est une génération qui veut tout faire pour vieillir le mieux possible. Mais vieillir le mieux possible, c'est pas s'accrocher à la jeunesse, c'est pas une entreprise jeuniste, parce que c'est vraiment une aventure. C'est ce que j'entends. Le temps qui nous reste à vivre, c'est une aventure. Et vous savez ce que c'est qu'une aventure? C'est qu'on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, bien sûr. Quand vous partez à l'aventure, vous ne savez pas. Il peut y avoir des surprises, bonnes ou mauvaises, mais on part avec un esprit d'aventure. Et l'esprit d'aventure, c'est d'y aller, on y va. Et ce que j'ai rencontré chez ces 60-80 ans, que j'ai écouté depuis 15 ans, c'est qu'ils ont envie d'y aller. Et ils veulent y aller avec aussi, je dirais, dans leur bagage, des outils, des clés, des pistes. Parce que c'est vrai que si on ne fait rien, qu'on baisse les bras, qu'on se dit « Oh, tout ce qui est intéressant est derrière moi, il n'y a plus rien à vivre d'intéressant », on voit bien, les gens baissent les bras, ils baissent la tête, ils chutent. Et vous savez que la chute, c'est la voie ouverte à la perte d'autonomie. Tandis que quelqu'un qui se dit je vais vivre des choses différentes, intéressantes, c'est quelqu'un qui se redresse. Et c'est quelqu'un aussi qui va garder l'estime de soi. Il faut garder l'estime de soi quand on vieillit. Et c'est pas simple dans notre société. Parce que nous sommes dans une société dans laquelle il est quasiment honteux de vieillir. On nous renvoie une telle image qu'on se dit « Oh là là !» Alors que si on garde l'estime de soi, eh bien, on peut y aller. Et là aussi, vous savez que garder l'estime de soi réduit de moitié les risques de perdre son autonomie. Donc, vous voyez que ce que j'ai entendu chez ma génération, c'est une génération de gens conscients qu'il faut faire ce qu'il faut pour faire de son vieillir une expérience intéressante, consciente, responsable. C'est une génération qui sait très bien que ses enfants la regardent vieillir. Imaginez ce que ça serait. Vous savez combien nous représentons, quel pourcentage nous représentons dans la société? Nous représentons presque 30% de la population française. Imaginez que les plus de 60 ans, dans 10, 15 ans, 20 ans, arrivent dans le grand âge, en ayant l'impression que, eh bien, il n'y a rien d'intéressant à vivre, qu'elle déprime, qu'elle ait l'impression de ne plus avoir sa place dans le monde et dans la société. Vous vous rendez compte du poids que ça représentera pour la société, ces personnes? Donc ce que j'ai observé, c'est que ma génération est une génération qui est consciente et responsable. Elle se dit, nos enfants nous regardent vieillir, nous espèrent que nous ferons tout pour vieillir le mieux possible, parce que c'est si nous les sentons heureux, nos parents, si nous les sentons heureux et bien dans leur vieillesse, eh bien c'est comme ça qu'ils sont légers pour nous. Parce que le poids, quand on parle du poids du vieillissement dans la société, c'est pas seulement le poids financier, bien sûr, il y a aussi la question du poids financier, mais le poids psychologique est important. Et si parmi vous, il y en a qui ont un parent très âgé qui est tourmenté dans sa vieillesse et malheureux, vous savez à quel point ça pèse sur vous, ça pèse lourd. Donc, cette génération, elle est consciente de ce qu'il y a des choses à faire, elle est responsable. Et donc, dans ce livre que je présente, là, L'aventure de vieillir, j'ai recueilli toutes les pistes que j'ai entendues.
Alors, je vais juste les énumérer parce que si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, vous achèterez mon livre ou bien vous pourrez me poser des questions après. Mais il faut d'abord avoir une image positive de la vieillesse, se dire que c'est une aventure et qu'on y va. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui ne vieillit pas, c'est le désir. Le désir ne vieillit pas. Je connais des gens de 98 ans qui sont désirants. Ce n'est pas du tout une utopie. Le désir ne vieillit pas. Donc, on y va. La deuxième clé, c'est de comprendre le paradoxe du vieillir. Donc, le corps décline, oui. On verra qu'une des clés très importantes, c'est de prendre soin de son corps et de son esprit. Mais tout n'est pas destiné à décliner. Une troisième clé, c'est d'affronter ses peurs. Il faut les affronter parce que, d'une part, quand on sait ce qui nous fait peur, on est déjà beaucoup plus fort face à ce qui nous fait peur. Et puis, on va réfléchir en termes de prévention. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, moi, j'interpelle les pouvoirs publics en leur disant, mais qu'est-ce que vous faites pour la prévention? La prévention pour le bien vieillir, c'est fondé sur la prévention. Et il faut commencer tôt la prévention. Et la prévention, c'est quoi? Eh bien, vous le savez, c'est bien s'alimenter, bouger, rester en lien, mais c'est aussi garder l'estime de soi et avoir le sentiment que l'on vit des choses intéressantes et qu'on a des choses aussi à transmettre aux autres. Donc, prévention, et là, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour la prévention de la mauvaise vieillesse. Hein. Il n'y a quasiment rien. Sauf, justement, la mutuelle pour laquelle je travaille et qui, depuis 15 ans, investit dans des séminaires sur l'art de vieillir. Donc, affronter ses peurs, c'est réfléchir en termes de prévention. Et si jamais ce qui nous fait peur nous arrive, bien sûr, ça peut arriver, c'est de réfléchir aux ressources internes, intérieures que l'on a pour que ça ne devienne pas une catastrophe. Alors, dans les séminaires, nous échangeons autour de ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces séminaires, je ne fais pas cours, je ne fais pas des conférences. J'introduis un sujet et ce sont les participants qui parlent, qui échangent. Parce que chacun d'entre nous, ici, vous venez m'écouter, mais chacun d'entre vous, vous avez un peu de sagesse, hein, une part de sagesse sur ce que c'est que de bien vieillir. Hein, vous savez des choses, vous faites des choses. Donc il faut que les gens se parlent, qu'ils communiquent sur ce qu'ils font. C'est le propre et même l'originalité de mes séminaires et de mes groupes de parole, c'est que je fais parler les gens entre eux sur leurs clés, sur leurs idées. Alors, prendre soin, affronter ses peurs, prendre soin de son corps et de son esprit, très important. Il faut travailler à la paix de l'esprit. Parce que avancer en étant perturbé par son passé, en traînant derrière soi des valises lourdes à porter, remplies de rancœur, de rancune, de regrets, on ne vieillit pas bien. Il faut vider ces valises. Et ce n'est pas trop tard, à votre âge, de commencer à vider des valises si elles sont lourdes. Et nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour les vider, pour les alléger le plus possible. Il y a aussi toutes les pratiques que l'on peut faire pour trouver la paix de l'esprit. Et dans mes séminaires, je consacre un temps à la méditation. La méditation laïque de la pleine conscience, celle que j'enseigne d'ailleurs pour la mutuelle audience, une méditation que tout le monde peut faire. On n'est pas obligé d'adhérer à une croyance religieuse pour ça. C'est une pratique vous savez que 10 minutes de méditation par jour est plus efficace qu'un antidépresseur. Fait baisser la tension artérielle. Vous avez une étude
franco-américaine dont on vient d'avoir les résultats, qui montrent que la méditation est vraiment une des clés du bien vieillir. Nous abordons aussi la question du sens de l'âge. Quel sens ça peut avoir, cet âge qui m'est donné, alors que d'une certaine façon j'ai prouvé ce que j'avais à prouver, j'ai fait ma vie professionnelle, mais pourquoi je suis encore en vie? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Où sont mes priorités? Vous voyez, se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Nous, toutes ces questions, nous les abordons. Et puis, nous n'évitons pas la question de la mort, bien sûr, parce que vieillir, c'est s'approcher de sa mort. Et si on est angoissé par la question de la mort, si on n'y a pas réfléchi à ce que ça représente pour chacun, de mourir un jour, si on n'est pas au clair avec ce que l'on souhaite pour soi-même, eh bien, on est angoissé. Et à ce moment-là, on met ça dans un placard. Et je vais vous dire une chose, c'est que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont presque toutes les personnes qui n'ont jamais réfléchi à la question de la mort et qui n'en ont jamais parlé autour d'elles. C'est-à-dire que c'est un tabou. Et je crois qu'il faut sortir de ce tabou, il faut en parler naturellement, parce que c'est notre destin à tous. Et peut-être que certains d'entre vous ici savent à quel point je me suis engagée dans cette question de la fin de vie. J'ai beaucoup écrit, j'ai été chargée de mission au ministère de la Santé. Je sais que si on est au clair avec la question de la mort, on est beaucoup plus léger. Donc vous voyez, une des grandes clés de cette aventure de vieillir, c'est d'être léger. C'est d'être léger, c'est d'être en paix avec soi-même, avec la question de la mort, avec les autres. Et alors, à ce moment-là, il reste du temps, il reste de l'énergie. Et cette énergie, il faut l'investir dans ce qui nous donne de la joie. La joie est très importante dans cette aventure de vieillir. Nous avons tous des sources de joie. Et ce ne sont pas les mêmes pour chacun. Mais ces sources de joie, vous les connaissez. Il faut que tous les jours, vous puissiez donner de l'énergie à ce qui vous donne de la joie. Parce qu'une personne âgée qui vieillit, et qui vieillit en prenant soin de ce qui lui donne de la joie, c'est une personne, vous le savez, qui va être rayonnante, qui va être lumineuse dans les dernières années de sa vie, et elle va faire beaucoup de bien à son entourage. Voilà les grandes clés que j'ai déclinées dans ce livre, L'aventure de vieillir. Et j'ai terminé ce livre en disant que nous explorions, nous tous là, parce que nous tous, je pense qu'ici, tout le monde est sûrement rentré dans la deuxième partie de sa vie, on pourrait dire ça comme ça. Eh bien, quand on rentre dans la deuxième partie de sa vie, cette aventure, on va explorer les contre-valeurs de la société. La lenteur, dans un monde qui va si vite. Et la lenteur, c'est une valeur. Parce que là, quand on fait les choses lentement, on les savoure. On est beaucoup plus présent à ce que l'on fait. Donc la lenteur, c'est une vraie force. Dans un monde suroccupé, nous explorons la disponibilité. Nous avons du temps. Nous sommes disponibles pour les autres. C'est un trésor, la disponibilité. Dans un monde dur, dans lequel on fustige toujours l'échec, on essaye toujours de voir ce qui ne va pas, on est négatif. Nous pouvons, si nous le décidons, tout le monde ne le fait pas bien sûr, mais nous pouvons développer la bienveillance, même la tendresse. Vous savez qu'un de mes livres s'appelle « Et si vieillir, libérer la tendresse ». Oui, parce que quand on avance en âge, on peut sortir de l'emprise. Il y a toute une période de la vie où peut-être qu'on se dit qu'être tendre, il vaut mieux mettre ça un peu de côté parce que la vie est dure et qu'il faut se battre et qu'il faut prendre sa place.
Mais à un moment donné, ce n'est plus important. Et c'est là que la tendresse se faufile et qu'elle arrive et qu'elle fait peut-être aussi tout ce qui donne de la joie dans cet âge de la vie. Ou d'ailleurs, quelque chose qui ne vieillit pas, c'est l'envie d'aimer et d'être aimé, bien sûr. Donc vous voyez, ces contre-valeurs de la société, nous explorons la bienveillance, la lenteur, la disponibilité et l'être dans un monde du faire, être tout simplement. Regardez, vous avez sûrement vu comme moi tous ces vieillards que l'on voit quelquefois dans les villages de notre pays, qui sont sur les places du village, sur des places de platane, sur des bancs, et qui contemplent. Quand on vieillit, on devient contemplatif. On aime regarder autour de soi. Et cette contemplation, elle donne du plaisir, elle donne de la joie. Et puis il y a une chose aussi qui ne vieillit pas, c'est la curiosité. La curiosité ne vieillit pas. Je suis frappée de personnes qui m'entourent, qui ont, je vous dis, plus de 90 ans, extrêmement curieuses du monde, des autres, de ce qui se passe, qui sont ouvertes vraiment aux autres. Et ces personnes-là, eh bien, on a envie de les approcher. On a envie de les approcher parce qu'elles nous donnent justement cette image rayonnante à laquelle eh bien, nous aspirons, je l'espère. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire en présentation de ce livre. Maintenant, il nous reste un peu de temps, parce que je crois que nous avons jusqu'à 16h15. Donc, si vous avez des questions à me poser sur l'un ou l'autre des aspects que j'ai évoqués, eh bien, vous avez la parole. Oui, monsieur. Venez près de moi, parce que comme ça... Est-ce que ça marche? Une observation. Dans ma vie actuelle, avec les personnes que je côtoie, les personnes âgées, je pense qu'un des mots pour l'aventure de bien vieillir, c'est comment éviter à tout prix la solitude. Parce que tout part de la solitude. Pour moi, la solitude, c'est la déprime c'est la chute, etc. Alors, comment éviter la solitude? Merci pour votre question. Comment éviter la solitude? Alors, monsieur, je vous remercie d'autant plus que vous savez que je suis en train d'écrire pour les éditions Plomb le dictionnaire amoureux de la solitude, qui sortira en 2025. Donc, c'est un sujet sur lequel je travaille. Il faut absolument faire la différence entre l'isolement et la solitude. L'isolement, vous avez les petits frères des pauvres là, qui travaillent, qui font un travail remarquable autour de l'isolement. L'isolement, c'est un poison. Il ne faut pas être isolé. Et si vous connaissez des gens isolés, vraiment, c'est un devoir sociétal, un devoir humain que de permettre à quelqu'un de sortir de son isolement. L'isolement, c'est un fléau, il faut lutter contre. La solitude, c'est différent. Souvent, on confond les deux. La solitude, c'est ontologique, c'est-à-dire c'est propre à l'humain. En fait, nous sommes tous profondément seuls. Nous sommes seuls avec les questions très importantes qui nous habitent. Et quand on vieillit, eh bien, c'est peut-être aussi la chance de pouvoir apprivoiser aussi cette solitude. Et on l'apprivoise si on est bien avec soi-même. Si vous êtes un bon compagnon pour vous-même, à ce moment-là, vous pouvez vivre des moments de solitude, parce que ces moments vous permettent de vous approfondir, et ce qui ne veut pas dire que vous soyez isolé. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de pouvoir vivre une certaine solitude intérieure et en même temps partager avec d'autres. Donc, sortir de l'isolement, hein, c'est faire
des activités avec d'autres. Le partage d'activités, c'est une très bonne chose. C'est une des clés, certainement. Vous avez, je ne sais pas si dans votre question, il y a aussi des personnes qui ont été en couple, qui ne le sont plus, soit parce qu'ils sont veufs, soit parce qu'ils sont divorcés. Et ces personnes ont envie de compagnonner avec quelqu'un d'autre, ce qui est tout à fait un souhait tout à fait normal. Eh bien, le partage d'activités avec d'autres, les randonnées, je dirais faire partie d'une chorale, il y a beaucoup d'activités dans lesquelles on rencontre d'autres gens. Et je crois qu'on peut rencontrer, alors j'ai écrit un de mes livres qui s'appelle L'âge, le désir et l'amour, dans lesquels je parle justement de ce désir de rencontrer des personnes avec qui puissent être un compagnon sans nécessairement d'ailleurs qu'on vive avec elles. Vous savez que dans la résidence-service où j'ai animé ce parcours, l'aventure de vieillir, toutes les résidences, il y a des couples qui se forment. Et ils ont plus de 80 ans. Ils se forment des couples parce que justement, il y a des personnes qui veulent pouvoir partager avec un partenaire, avec quelqu'un d'autre, sa vie. Il y a des sites de rencontres aussi, bien sûr, et vous savez qu'il y en a un qui est spécialisé, je crois, chez les seniors. Il y a, voilà, mais la solitude, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas rester seul, qui a toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté, il faut se poser la question de savoir quand même si on peut pas, s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour devenir un meilleur compagnon pour soi-même. Voilà ce que je pourrais dire, parce que c'est la clé. C'est la clé. Et alors, les personnes âgées que je rencontre, elles me disent, beaucoup me disent, mais j'aime ma solitude, j'aime être seule, j'aime rêver, j'aime regarder les paysages, rêvasser à ma vie, j'aime revenir sur des épisodes de ma vie, voilà, j'ai besoin de cette solitude pour rêver, pour réfléchir aux questions importantes qui se posent à moi, mais j'ai besoin de partage aussi. J'ai besoin de rencontrer d'autres gens, j'ai besoin de déjeuner ou de dîner avec d'autres, j'ai besoin de prendre un café avec une amie, j'ai besoin de partager. Le besoin de partage n'est pas du tout, je dirais, incompatible avec la solitude. Par contre, c'est vrai que l'isolement, alors là, l'isolement, le fait de n'avoir personne à qui parler, personne à qui téléphoner, personne qui vient vous voir, et c'est une réalité. Hein. J'étais hier à une radio avec le président des Petits Frères des Pauvres qui me disait qu'il y a 500 000 personnes en France qui n'ont jamais quelqu'un au téléphone, qui ne voient jamais quelqu'un, qui ne sortent pas, des personnes qui sont complètement isolées. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est évidemment un des... Nous avons souvent dans mes séminaires un atelier sur la solitude. Une autre question? Venez à côté de moi. Je vais là. Alors, madame me demande si on a des désirs, des envies et que le corps ne suit plus. Eh oui, c'est une réalité. Alors, vous me donniez l'exemple si on veut danser et qu'on a une arthrose du genou. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a la danse, c'est une des activités qui permet d'ailleurs de rencontrer des gens. Hein. Il y a des danses. Il y a peut-être des danses plus tranquilles que de danser un rock ou il y a des danses plus tranquilles. Le tango, par exemple. Le tango, il y a une forme de tango qui est une sorte de marche, hein, avec un partenaire. Peut-être que l'on peut quand même danser ça avec une arthrose du genou.
si vraiment il y a... Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a forcément des choses auxquelles on renonce. Il y a des désirs auxquels on doit renoncer parce que le corps ne suit plus, effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres désirs. Donc, en fait, quand on fait le deuil de quelque chose, vous savez que l'énergie que l'on mettait dans une activité, il faut la mettre dans autre chose. Je dirais cela, peut-être qu'on ne peut plus danser quand on a une arthrose, mais peut-être qu'on peut chanter encore. Hein? Voilà, c'est ça. Il y a des activités, par exemple le yoga. Le yoga, eh bien, le yoga qui d'ailleurs permet d'entretenir aussi son corps, eh bien, vous avez des professeurs qui ont mis au point un yoga pour seniors. Un yoga qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus souple, qui s'adapte. Hein. Il y a beaucoup d'activités qui s'adaptent peut-être aux déficiences du corps. Voilà. Mes amis décèdent, et moi c'est mon cas, et c'est très douloureux. Moi je me sens orpheline, et créer du lien nouveau, c'est extrêmement difficile, parce que ce que je vivais, c'était tellement de partage sur le fond, que là ça reste superficiel, et je suis pas remplie de ça, moi. Très bonne question. Madame parle du deuil de ses amis, quand on perd ses amis qu'on connaît depuis longtemps, et vous dites qu'on ne se fait pas des nouveaux amis, mais je vais vous dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, non, justement, parce que, justement, mon expérience dans les résidences-services avec des gens de plus de 80 ans, qui ont perdu beaucoup d'amis, et qui viennent dans ces résidences pour ne pas être isolés, je leur propose 8 séances dans lesquelles ils parlent d'eux-mêmes. On ne parle pas de la pluie, du beau temps, de choses superficielles. Chacun va parler de soi par rapport justement à ses peurs, à la mort, à l'amour, à la paix. Donc les gens vont donner quelque chose d'eux-mêmes dans le cercle. Et je demande que l'on respecte la parole de chacun, c'est-à-dire que ce n'est pas une discussion. On accueille ce que chacun a à dire et on réagit ensuite en fonction de soi. Eh bien, je peux vous dire qu'après 8 séances, ils deviennent des amis et de vrais amis. Parce que quand on partage des choses intimes, personnelles, on recrée des amitiés. Vous voyez? Donc la clé, elle est là, parce que je suis d'accord avec vous. C'est pas dans un repas dans lequel on va parler politique, on va parler du temps qu'il fait, on va parler de ses bobos, ça non, ça ne crée pas des amitiés. L'amitié, elle se crée à partir du moment où on parle de soi, de ce qui on est vraiment, de ce qu'on vit intérieurement. Quand on partage ça avec les autres, on crée un lien d'amitié, parce qu'il y a une confiance qui se fait. Vous voyez, dans les groupes que j'ai animés, j'ai vu cette confiance s'établir très vite, au bout de 2 ou 3 séances, parce que les gens s'impliquent. Et puis, bien sûr, et alors, tout le monde n'est pas pareil, mais les gens s'impliquent. Donc je pense qu'il faut essayer de créer, et vous savez que cette idée de groupe de personnes vieillissantes, j'ai rencontré des maires qui m'ont dit mais c'est une super idée, il faut qu'on fasse ça dans nos communes. Il faut qu'on crée des cafés de l'âge, hein, dans lesquels on se parle. Et on parle pas de choses extérieures, on parle de soi. Et là, on est très surpris, mais on crée vraiment des liens. Voilà. Je ne sais pas s'il me reste. Quelle heure il est là? Encore une question. Hein? On peut aller nager, dit madame. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une question, oui. Chez nous, on a pris un café associatif et le mardi matin, on a cooking cool, voilà. Et puis, on fait quelques activités et ça, on a aussi des enfants le mercredi.
Je joue avec eux pour les jeux de société. Moi, je suis jeune retraitée, toute jeune. Mais j'ai une petite fille de 3 ans, qui évidemment les choses. Et pour ce café associatif, on n'avait rien autour de nous à bénéficier. Alors, Madame a créé un café associatif dans le 93 et dans lequel ils ont des activités ensemble. Et c'est vrai que je vous remercie aussi de ce témoignage parce que quand je vous disais que nous sommes une génération, Madame est jeune retraitée, une génération qui est consciente, responsable, c'est que nous allons avoir des idées. Il faut que nous ayons des idées pour rompre la solitude, pour justement pouvoir créer du lien. Donc il y a beaucoup d'initiatives et ce que je voulais dire peut-être pour terminer, c'est que en septembre, je sors un livre qui s'appelle Vieillir solidaire et c'est sur les habitats, les béguinages solidaires, les habitats inclusifs parce que à ma génération, les personnes ne veulent plus terminer leur vie dans un EHPAD, elles cherchent des habitats alternatifs, inclusifs, dans lesquels on soit chez soi et ensemble. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute.